On entend parler partout de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est dans tous les journaux. Mais si on regarde au-delà des gros titres, les chiffres, eux, racontent une histoire bien différente et assez surprenante. Une histoire où la Chine, loin de s'effondrer sous la pression, est en pleine réinvention. Et c'est exactement ce que dit The Economist, on est en train d'assister à un véritable bouleversement du commerce mondial. Alors, ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble ce que ça veut dire concrètement en s'appuyant sur les tout derniers chiffres. Allez, on y va. Pour bien comprendre, il faut commencer par le point de départ, le défi américain. L'idée, c'était de mettre une pression économique énorme pour freiner la Chine. Mais est-ce que ça a vraiment marché? Quel a été l'impact réel? C'est ce qu'on va voir. Alors, si on prend les chiffres de juin à août, le constat est assez brutal. Moins 25%. C'est la baisse des exportations chinoises vers les États-Unis en un an. C'est énorme. Et ça, c'est clairement l'effet direct des taxes douanières et de toute la pression économique. Et attention, ce n'est pas juste un mauvais trimestre, c'est une tendance de fond. Regardez, la part des États-Unis dans le total des exportations chinoises, elle est passée de 15% à tout juste 10%. C'est un décrochage majeur, un vrai changement structurel. Bon, à ce stade, on pourrait se dire « Ok, c'est un coup très dur pour la Chine. » Logique, non? Sauf que c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante et prend une tournure, disons, inattendue. Ce qui nous amène à la question clé, la grande énigme. Comment est-ce possible? Si les exportations vers un marché aussi crucial que les États-Unis s'effondrent, comment se fait-il que le commerce chinois dans son ensemble ne se soit pas écroulé? Eh bien, la réponse est là, et elle est assez bluffante. Sur la même période, non seulement les exportations totales de la Chine n'ont pas baissé, mais elles ont augmenté de 6%. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est « mais où vont tous ces produits s'ils ne vont plus aux États-Unis ?» Pour comprendre, il faut regarder la nouvelle carte du commerce mondial qui se dessine. Et on va voir que le premier grand mouvement, le pivot, il se fait vers l'Afrique. Et c'est un bond assez spectaculaire. Oui, l'Afrique est devenue une destination clé. Les exportations chinoises vers le continent ont grimpé d'un tiers, ce qui est déjà énorme. Et si on zoome sur certains pays comme le Nigeria, c'est encore plus fou, plus 50% de croissance. Alors, comment expliquer une telle croissance? Ce n'est pas du tout un hasard. En fait, c'est une mécanique très bien rodée, en 3 étapes. 1. L'initiative La Ceinture et la Route, qui injecte des sommes colossales. 2. Cet argent sert à construire de grosses infrastructures. Et 3. Comme ce sont des prêts chinois qui financent tout ça, eh bien ça crée automatiquement une demande pour du matériel chinois. La boucle est bouclée. Et pour se rendre compte de l'échelle, regardez un peu. On parle de 30 milliards de dollars investis en Afrique juste sur les 6 premiers mois de 2025. C'est 5 fois plus que l'an dernier. Et c'est plus que n'importe quelle autre région du monde. C'est tout simplement colossal. Ok. Après l'Afrique, le deuxième grand pilier de cette nouvelle stratégie, c'est l'Asie du Sud-Est. Là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 25% d'exportation vers des pays comme le Vietnam ou la Thaïlande. Mais attention, ce qui se joue ici, c'est beaucoup plus subtil qu'une simple hausse des ventes. Ce n'est pas juste du Made in China réétiqueté ailleurs pour tromper les douanes. Non, non. C'est bien plus intelligent que ça. C'est un vrai repositionnement stratégique. En gros, la Chine intègre une partie de sa production directement dans les usines au Vietnam, en Malaisie. Comme ça, les produits finis respectent les règles d'origine et peuvent être exportés sans subir les taxes américaines. Et puis, il y a l'Europe. On en parle moins, mais les chiffres montrent qu'elle est en train de devenir, presque en silence, le premier partenaire commercial de la Chine. Et là, le chiffre clé, il est vraiment impressionnant. L'Union européenne importe maintenant 60% de plus de produits chinois que les États-Unis. 60%. C'est un écart gigantesque qui s'est creusé entre les deux rives de l'Atlantique. Ça change complètement la donne. Alors cette divergence, elle nous mène tout droit à la dernière partie de notre analyse. Et c'est sans doute la plus importante. Quelles sont les conséquences de tout ça, de cette nouvelle carte du monde qui se dessine? Ce qu'on voit émerger, en fait, c'est deux mondes, deux stratégies économiques qui s'opposent. D'un côté, on a ce que l'on pourrait appeler la forteresse Amérique du Nord, qui se referme, qui baisse ses importations. Et de l'autre côté, on a une Chine qui, elle, fait tout l'inverse. Elle tisse sa toile, elle multiplie les partenariats partout dans le monde. Et à ce sujet, The Economist fait une comparaison historique assez forte. Il rappelle que les forteresses commerciales sont rarement un signe de force. Il compare même ces stratégies à la Grande Muraille de Chine du XVe siècle, un projet d'isolement qui a précédé un long déclin économique. Ça donne à réfléchir. Donc pour résumer, la grande leçon de tout ça, c'est assez simple. Pendant que les États-Unis semblent construire des murs économiques, la Chine, elle, est occupée à redessiner complètement la carte du commerce mondial. Elle se trouve de nouveaux alliés, de nouveaux partenaires puissants.
Et ça nous laisse avec une question ouverte pour la fin. Est-ce que cette stratégie de la forteresse Amérique est vraiment un signe de force, ou est-ce que c'est le risque de se retrouver isolé d'un marché mondial qui, visiblement, est en train d'apprendre à fonctionner et même à prospérer sans l'Amérique ?